Par Abdeljdil El-Qaroui pour parler de son ouvrage La Tunisie et son image dans la littérature française qui est paru aux éditions Arabesque. Bienvenue au studio 10. Bien. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier ici Hatem Bouriel, que j'ai eu l'honneur de connaître depuis 1999, au moment précisément où il me téléphonait pour me proposer un prix que l'association Tunisie-France aurait voulu m'accorder. Et c'était avec de grands écrivains. C'était avec Abdelwaheb Medeb, avec Albert Memmi, et ainsi que la grande animatrice de ciné-club des années 60, et moi-même, et un peintre, Abbé Cassis, je crois. Voilà. Bon, alors il s'agit là d'une réédition de ce livre, publié à la STD en 1975. Alors, ce livre, j'ai eu le plaisir de le revoir. Il a connu un certain succès et j'aurais voulu donc le rééditer et lui donner une meilleure présentation. Et c'est mon petit-fils, justement, qui a eu l'ingéniosité, en fait, de couverture, de faire figurer la Tunisie et Flaubert langoureusement et indéfectiblement jumelés. Bien. Alors, ce livre comporte une matière foisonnante et nous ne disposons que d'une vingtaine de minutes pour le présenter. Alors, j'ai songé à m'en tenir à certaines idées forces. Bon, alors la première idée force serait la notion d'idéologie qui est matérialisée essentiellement par le concept de civilisation. Alors, les champions de cette notion de civilisation sont, d'une part, Louis Bertrand, pour qui la latinité est l'essentiel, et constitue tout ce qui est bon, tout ce qui est extraordinaire à son gré en Afrique du Nord. Et à l'opposé, il y a Gabriel Odizio, le Marseillais, pour qui les écrivains qui sont les tenants de la latinité occultent l'essentiel, à savoir le fait punique, le fait oriental, le fait arabe, etc. Bon. Alors voilà donc pour ce qui est de la première notion d'idéologie. La deuxième serait la notion de nature des choses. La nature des choses, par nature des choses, je veux dire la position de la Tunisie. Le fait qu'elle se trouve au beau milieu de la Méditerranée fait qu'au niveau de la langue, nous sommes au carrefour des langues et nous avons une sorte de sabir qui fleurit dans les ports un peu comme à Malte, etc. Au niveau du climat, nous avons tous les climats possibles, depuis la neige de Kroumiri jusqu'au fin fond du Sahara. Et puis la troisième idée force serait ce que j'appelle le génie des écrivains. Alors il s'agit de trois écrivains chez qui j'ai noté une imprégnation par l'Orient qui est telle qu'elle s'est insinuée dans le plus profond de leur être pour leur imprimer
une nouvelle sensibilité. Et il s'agit de Flaubert, d'Isabelle Eberhard et André Gide. Et tous ces auteurs sont bien présents dans votre travail, et d'ailleurs présents également dans des travaux ultérieurs, comme votre ouvrage Lumières et Voyages, qui a été publié par le Centre de publication universitaire. Mais pour commencer cet entretien, Abdel Karoui, je vais vous poser une question à propos de l'enseignement. Vous avez été un chef de département très respecté à la Manouba, au 9 avril, le département de lettres françaises. Est-ce que l'enseignement et l'encadrement vous manquent? C'est vrai que ça m'a manqué à un moment donné, si bien qu'après la retraite, j'ai été sollicité pour donner des cours. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait. Sans compter que, en dehors de l'enseignement à la faculté, à l'une et à l'autre faculté, j'ai enseigné à l'ENA et j'ai rencontré Chedli Nefeti, par exemple, il y a quelques années, et il me dit, vous avez été mon prof. Moi, devant un public assez large, je ne pouvais pas le reconnaître. Mais lui, lui et bien d'autres. J'ai enseigné à l'ENA, j'ai enseigné à la nouvelle faculté de droit de feu, comment il s'appelle, le doyen qui est décédé. Amour, le doyen. Amour. Oui, Abdel Fattah Amour. Abdel Fattah Amour. J'ai enseigné à cette faculté, sollicité par Abdel Fattah Amour. Et j'ai enseigné aussi à l'académie militaire. J'allais une fois par semaine à Grombelia, et le directeur en était le colonel Ben Youssef. Et justement, être professeur émérite, comme vous aujourd'hui, c'est aussi garder le contact finalement avec l'enseignement. C'est formidable ce travail. Exact. Et j'ai d'autant plus plaisir à garder ce contact que grâce à Facebook, justement, j'ai pu renouer avec mes étudiants que j'ai perdus de vue depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois et même plus. Et même avec des camarades que j'ai perdus de vue depuis l'enfance et qui sont encore en vie. Il y en a quelques-uns qui sont encore en vie, que j'ai connus dans les années 50 à Sousse, à l'école primaire. Extraordinaire. Et par ailleurs, la curiosité ne vous quitte pas puisque vous continuez des recherches et cette fois-ci, le terrain que vous avez ouvert, c'est celui des médecins et des biologistes et le rapport à la littérature. Exact. Exact. J'ai ajouté, entre autres chapitres, dans ma nouvelle édition, un chapitre sur les grands biologistes, les grands médecins et biologistes. Et alors, l'Institut Pasteur était réduit à sa plus simple expression en 1903, lorsqu'est arrivé le grand médecin Charles Nicolle. Alors Charles Nicolle, la première chose à faire, c'était faire des démarches auprès de Stéphane Pichon, le résident général de l'époque, pour la construction d'un nouvel Institut Pasteur. Et ça a été chose faite une année après. Et alors, depuis, il a parcouru le pays pour voir un peu, pour faire le bilan de toutes les maladies infectieuses qui sévissaient à l'époque. Et alors, ensuite, il s'est mis à la tâche. Et parmi ses découvertes, ainsi que celles de ses collaborateurs, a été le typhus. Le typhus, comment on a découvert le typhus? L'origine du typhus, c'est que quand les malades arrivent à l'hôpital et qu'ils se débarrassent de leurs habits, ils ne sont plus contagieux. Alors on a pensé que la contagion venait de leurs habits. Et on a compris alors que c'était le pouls. Tout à fait. Et on a vérifié cela sur des singes, etc. Mais en plus, Charles Nicolle était également un écrivain de talent. Charles Nicolle était un écrivain. Depuis 1903, il a commencé à écrire des livres, bon nombre de livres. Mais
son collaborateur, venu 20 ans après, Étienne Burnet, qui est arrivé vers les années 1920, Étienne Burnet, lui, était premier dans le concours général des écoles et collèges, deuxième au concours d'agrégation de philo, premier à l'entrée de l'école normale supérieure, et malgré tous ces titres, il a renoncé à une carrière littéraire et il a choisi l'Institut Pasteur. Il a fait une carrière à l'Institut Pasteur à Paris pendant un certain temps, et ensuite il est venu en 1920 en Tunisie. Et alors là, il a rejoint l'équipe de Charles Nicolle et il a commencé à écrire lui aussi. Mais alors ses livres n'ont rien à voir avec ceux de Charles Nicolle. Si bien que Charles Nicolle en a pris ombrage apparemment. Et en 1928, Étienne Burnet quitte la Tunisie en acceptant une mission de la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, pour faire des enquêtes sur certaines maladies en Europe. Et en quittant en 1928 la Tunisie, il était accompagné par qui? Par la nièce de Tahar Ben Ammar, qui est Tawhida Ben Shir, qui allait entamer des études de médecine à Paris. Et Tahar Ben Ammar, Étienne Burnet l'avait connu déjà 10 ans auparavant, en 1910 à Paris. Et alors Étienne Burnet, ses romans ont rencontré le plus grand succès, et sa femme, qui était une Russe, pensant que son mari ne faisait pas grand-chose pour se faire connaître sa notoriété en fait de littérature, a écrit un livre pour le faire connaître. Et alors, en 1936, Charles Nicolle est décédé et c'est lui qui prend la relève. Et il y a une autre personnalité extraordinaire, c'est Ernest Conseil, justement. Ernest Conseil, aussitôt qu'il a terminé ses études de médecine, est arrivé en Tunisie. C'est quelqu'un qui a commencé par faire des travaux dans un petit laboratoire, mais malheureusement, dans ce petit laboratoire, il a attrapé voilà ce qu'en dit justement Charles Nicolle à son propos. Il commence par diriger un petit laboratoire où il fait ses premières recherches, sans manquer d'être victime d'un accident que Charles Nicolle rapporte en ces termes. Au cours de ses essais, Conseil se contamine par piqûre d'un doigt. Il contracte une ostéomyélite, une maladie qui frappe les os, qui met ses jours en danger, le torture pendant des semaines, fait de lui un esclave des narcotiques et le laisse infirme d'un bras. Et alors, malgré cela, il va reprendre ses recherches avec Charles Nicolle et Charles Lecomte. Et il découvre de ce fait le rôle du pouls dans la transmission du typhus. Et ensuite, il va connaître un autre malheur. En 1915, au moment de la Première Guerre mondiale, il est engagé avec une équipe médicale française et il est obligé à une marche de retraite d'1 mois dans la neige. Souffrant de gelures aux pieds, il doit subir
l'amputation de plusieurs orteils. À la fin de 29, il va encore s'illustrer dans, euh, dans, dans une peste pulmonaire qui menace Tunis. Et il a accepté, pour sauver Tunis, de s'enfermer avec les pestiférés pendant quelques jours à la Rabta. Voilà. Et alors, donc, il meurt en 30, complètement épuisé, et un monument a été élevé en sa mémoire à l'entrée de Charles Nicolle. Voilà, justement, Voilà. Alors vous nous montrez justement à travers ces médecins, ces biologistes, le lien qui existe avec la littérature, mais en même temps, si on changeait un peu de registre et si nous revenions vers Voltaire, parce que Voltaire, la tragédie voltairienne aussi, ça a été véritablement votre sujet, je dirais, de prédilection au niveau de la recherche universitaire. Oui, alors Voltaire aujourd'hui est réputé pour ses contes. Ses contes Zadig, l'ingénu, Candide, l'ingénu, Micromégas, etc. Alors que pour Voltaire à l'époque, les contes c'était un passe-temps. Les contes ne pouvaient pas faire la notoriété d'un écrivain. Les contes, on les fait pour s'amuser. Et les contes et les romans sont faits pour les dames qui lisent les romans et qui en écrivent. Mais les grands écrivains au XVIIIe siècle, eux, écrivent de la poésie, de l'histoire, de la tragédie, etc. Et c'est le cas de Diderot aussi, par exemple. Son chef-d'œuvre, c'est le Neveu de Rameau, qu'il n'a même pas daigné publier. Bon, donc, moi, j'ai voulu réhabiliter Voltaire à travers la tragédie. Parce qu'aujourd'hui, la tragédie est complètement quelque chose de désuet, la tragédie classique. La tragédie classique de Voltaire en particulier. Alors j'ai essayé, à travers des efforts que j'ai compulsés, il en a écrit une quarantaine, avec 2 ou 3 comédies, ce qui est un peu bizarre, parce que pour quelqu'un qui a le sens de l'humour, on aurait pu s'attendre que le nombre de comédies soit bien supérieur à celui des tragédies. Bon, mais les tragédies, c'était le genre parfaitement noble. Et alors, c'est par là que l'on peut devenir illustre. Alors, j'ai essayé de montrer, j'ai parcouru un certain nombre de ces tragédies, mais j'ai étudié, j'en ai choisi 3 que j'ai étudiées d'une manière approfondie. Et j'ai essayé de montrer que la tragédie de Voltaire pourrait trouver encore sa place aujourd'hui. Bon. Et par ailleurs, ce travail de fond que vous avez réalisé depuis de longues années sur la Tunisie et son image dans la littérature française vous a suivi en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce livre que vous rééditez et c'est cette réflexion que vous poursuivez en fait. Exact. Dans ma carrière, il y a si vous voulez, deux secteurs qui m'ont particulièrement sollicité. D'une part, la philosophie des Lumières, puisque j'ai fait ma thèse d'État sur Voltaire, etc. Et puis, la littérature de voyage, puisque mon 3e cycle, c'était justement la Tunisie et son image dans la littérature française. Donc ces 2 secteurs sont 2 secteurs clés, et à partir de cela, j'ai eu l'occasion d'écrire bon nombre d'articles, des dizaines d'articles, soit dans un genre, dans un secteur, soit dans l'autre, ou bien dans autre chose aussi. Mais on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, nous allons un peu sortir des livres. Il y a aussi le fait que vous êtes dans cette génération qui a participé à la construction de l'université tunisienne. Il y a eu pour votre génération un combat absolument formidable et une aventure humaine et scientifique
qui a été à l'origine de notre université. Absolument. Au début de ma carrière, étant donné que nous étions quelques Tunisiens au département de français, on a dû assumer des charges administratives et c'était au prix de la recherche. Au début, on ne pouvait pas faire vraiment de la recherche parce qu'on s'occupait du département, de la conception du département. On a songé à créer le 3e cycle pour assurer la relève des enseignants coopérants, etc. Donc, on a fait un travail administratif très, très, très important, qui était un peu, qui a un peu, et la recherche en a un peu pâti, si vous voulez. Mais ensuite, une fois que les assises du département ont été bien installées, que la relève était assurée, nous avions formé à travers le 3e cycle bon nombre d'étudiants qui devaient justement prendre la relève des coopérants, et ainsi on a pu se libérer. Et puis aujourd'hui, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit, au moment de la retraite, j'ai écrit bien plus de livres que je n'ai écrit pendant toute ma carrière. En 2 ou 3 ans, j'ai écrit 3 livres, 2 livres et la traduction de Hamd al-Qarwi, du livre de Hamd al-Qarwi, sans parler des articles que je publie à Beit al-Hikma et ailleurs, etc. Mais justement, c'est très éclectique ce que vous publiez par ailleurs, parce que ça englobe les Lumières. Ça va de Marivaux à Victor Hugo, ce que vous éditez. Oui, oui. Et c'est une passion pour cette littérature-là, justement. Oui. Celle qui vous apprend la langue, en fait. Absolument. Et alors, ce qui est encore plus encourageant aujourd'hui, c'est la révolution du numérique. Autrefois, quand je rédigeais ma thèse, pour ma thèse d'État, eh bien, j'ai fréquenté Artarine et j'ai fréquenté la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu à Paris, et j'ai ramené une montagne de cahiers de notes, des notes que j'avais prises. Parce que la photocopie était très chère et elle n'était pas à la portée, c'était des notes. Donc, j'ai une montagne de notes. Et donc, la thèse, il m'a fallu plus de 10 ans pour la publier, pour l'achever, etc. Aujourd'hui, pour écrire un livre, il me faut quelques mois. Pourquoi? Autrefois, je devais me déplacer pour aller à la bibliothèque, ne serait-ce que pour vérifier la naissance ou le nom exact d'un écrivain. Aujourd'hui, j'ouvre Google en 2 minutes. Vous êtes totalement à la page, là. et pour écrire aussi, quand, avec ma mémoire qui s'émousse avec l'âge, quand je recherche un adjectif, l'adjectif idoine, et que je ne le trouve pas, je vais à Google, il me donne 10 synonymes et je retrouve celui dont j'ai besoin. Ben, c'est impeccable. En tout cas, ce qui est intéressant, il nous reste quelques minutes Oui. avant la fin de cette émission. Ce qui est intéressant, c'est que vous continuez à publier et que ces publications sont toujours enrichies. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le livre qui nous a intéressés a priori aujourd'hui, c'est celui qui s'intéresse à la Tunisie et son image dans la littérature française, mais nous avons également parlé de Lumière et Voyage, l'un de vos derniers travaux. Alors le premier est paru aux éditions Arabesque, le second au Centre de publication universitaire. Et je crois que vous continuez à chercher et à écrire. Ben oui. Et le dernier projet, c'est j'ai été sollicité par M. Mohamed Chagroun pour un livre collectif ça sera dans quelques mois. On a un délai pour faire, chacun y va de sa contribution. Merci beaucoup, Abdel Karoui. Donc vous avez du pain sur la planche et nous avons l'occasion de vous retrouver bientôt au studio 1 ou au studio 10 pour parler de vos travaux littéraires. Avec plaisir.
Merci beaucoup et nous retrouverons dans quelques instants quelqu'un que vous connaissez bien également, Aïssam Marzouki, qui nous donne chaque jour la chronique Les Aventuriers. Et d'ailleurs aujourd'hui, il va parler de quelqu'un que vous connaissez bien également, Isabelle Eberhardt. Restez avec nous sur RTCI. Merci beaucoup, Abdel Kharoui.